Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission Sama Ëllëg Fi Ma Dëkk, construire mon avenir dans mon pays. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la migration irrégulière avec l'appui ou bien les opportunités professionnelles que les jeunes doivent saisir pour rester au pays et même gagner dignement leur vie. Alors, l'émission est accompagnée par le Centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration, Sésame. D'après une étude de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, environ 1500 personnes sont mortes ou portées disparues en essayant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique l'année dernière. Aussi au Sénégal, la migration irrégulière continue d'étaler son lot de misère. Poussée par la pauvreté, le manque d'emploi formel, les conséquences économiques et sociales causées par la pandémie de Covid-19, de nombreux jeunes tentent de rejoindre l'Europe en quête d'un avenir meilleur et au risque de perdre leur vie. Malgré les campagnes de sensibilisation et les efforts du gouvernement du Sénégal, les jeunes continuent de vouloir émigrer en Europe qu'ils considèrent comme un Eldorado. Quelles sont alors les perspectives réelles de celles et de ceux qui arrivent à joindre l'Europe? Quelles sont les possibilités offertes aux jeunes pour qu'ils puissent se créer un avenir chez eux? Quels sont les dispositifs d'assistance pour les personnes de retour au Sénégal? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre à travers cette émission, avec d'abord un témoignage d'un migrant de retour. Avec nous sur ce plateau, on a M. Gérard Kouazotti, coordonnateur régional du programme global de lutte contre les flux financiers illicites de la coopération allemande. Nous allons discuter avec lui sur les routes migratoires. Bonjour M. Kouazotti. Bonjour. Nous avons aussi Mme Aminata Ndong, thérapeute et chargée de communication de l'association House of Hope, la maison de l'espoir. Elle nous parlera de l'accompagnement psychologique proposé entre autres aux personnes qui ont vécu des situations traumatisantes durant leur migration. Bonjour Madame Aminata Ndong. Bonjour à tous. Avec nous aussi Monsieur Libas Ndour, conseiller au Centre sénégalo-allemand. Bonjour Monsieur Ndour. Bonjour. Monsieur Ousmane Gaye, un ancien migrant de retour qui a décidé de revenir dans son pays et qui a été accompagné par le Centre sénégalo-allemand. Nous allons démarrer l'émission avec un petit récit, un témoignage, disons, de M. Ousmane Gaye. Vous allez nous raconter un peu votre vécu par rapport à la migration. Bonjour, merci de m'avoir invité dans cette émission. Tout d'abord, je vais saluer vos invités avec qui je partage ce plateau. Comme vous venez de le dire, moi, je suis un immigrant de retour. J'ai parti en Europe l'année 2007, fin 2007, et j'ai fait en Europe, particulièrement en Allemagne, 5 ans et demi. Vous avez vécu 5 ans en Allemagne? Oui, j'ai vécu 5 ans et demi en Allemagne. Ok. Maintenant, pourquoi avez-vous voulu aller en Europe et comment êtes-vous parti? Si je parle de comment êtes-vous parti, je veux savoir quelle voie avez-vous utilisée? Vous avez pris l'avion ou bien par la voie terrestre ou bien par la mer? Quelle est la voie que vous avez? Moi, je suis parti par la voie régulière parce que j'ai eu mon visa au niveau de l'ambassade Allemagne. Je suis un tailleur. J'avais une boutique que j'ai rassemblé pas mal de documents et je me suis présenté comme un commerçant qui veut aller en Europe et revenir revendre ses produits. Comment était le voyage en Allemagne? Le voyage était tellement il y a beaucoup de problèmes sur la route parce que je suis parti Sénégal, j'ai pris un avion de Sénégal je suis atterri en France et je devais prendre un vol pour Allemagne, mais je suis parti prendre un train pour rejoindre l'Allemagne. C'est comme ça que j'ai rentré en Europe. J'ai eu à confronter pas mal de problèmes sur le chemin, comme quelqu'un j'ai trouvé au niveau de l'aéroport qui m'a pris mon argent. C'est un juste exemple. Et je suis allé en Allemagne aussi. J'ai des amis à qui ils ne pouvaient pas me prendre en charge. C'est un autre problème que je ne savais pas. Maintenant, vous avez vécu 5 ans en Allemagne et vous êtes revenu au pays de votre propre gré. Comment s'est opérée cette prise de décision qui n'a pas dû être facile?
certainement. Vous savez, j'ai vécu 5 ans en Allemagne, mais je me suis toujours réfléchi de ce point-là. Pourquoi j'ai pris la voie de l'immigration, pourquoi je suis là, c'est à cause de quoi, l'argent ou bien quoi. Bon, j'ai appris à l'école allemande, j'ai fait mon intégration, mais malheureusement, je n'ai pas eu le papier. Après tout ça, j'ai dit que moi, c'est mon métier. J'étais pas mal dans mon pays, je travaillais et je me s'en sortais bien. Et j'ai pris la décision, j'ai discuté avec ça mes parents, ils m'ont dit il n'y a pas de problème parce que toi tu as ton métier, on t'avait dit de rester, bon tu as pris la décision de partir, si tu veux revenir, tu peux revenir et continuer ton travail. Et le reste, ça ne me faisait pas de problème. Une fois au pays maintenant, vous avez reçu le soutien de qui? L'apport de quel soutien? Oui, une fois que je suis revenu au pays, je me suis commencé à installer mon propre entreprise qui est dans le domaine de couture. Je suis un couturier. Après 2 ans de travail, j'ai rencontré cette agence, cette organisation ANPES, qui m'a accompagné aussi, qui m'a montré le chemin d'un immigrant de retour. Comment avez-vous eu connaissance du Centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration? Oui, le centre, c'est par hasard, je suis passé à côté de leur siège dans un Tata bus et j'ai vu leur affiche devant la porte. Et je me suis dit de partir renseigner et de poser des questions pour savoir quelle opportunité je peux avoir avec eux, comme ils sont là pour les immigrés. Je suis parti, ils m'ont accueilli et ils m'ont demandé les questions que je dois répondre pour qu'ils puissent savoir que moi je suis immigré. Après avoir fait ça, ils m'ont contacté un moment, ils m'ont fait venir de faire une formation. Cette formation-là nous a beaucoup aidé parce que c'est une formation d'entrepreneuriat et là-bas leadership, ils nous ont formés malgré c'était un petit temps, mais ils nous ont fait découvrir beaucoup de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'entreprise. Monsieur Basndour, vous êtes conseiller au Centre sénégalo-allemand d'information. En quelque sorte, vous accompagnez les migrants de retour par rapport à leur réinsertion sociale. Bon, nous allons parler avec vous des dispositifs mis en place pour appuyer d'un côté les migrants et les migrants de retour, de l'autre côté les jeunes, les chercheurs de travail ou porteurs de projets pour leur permettre de saisir les opportunités au Sénégal. Au lieu de risquer leur vie sur les routes migratoires, ce travail-là, comment ça se passe? Merci beaucoup, M. Fall, pour la question. Merci beaucoup également pour l'invitation de nous avoir associés à cette émission qui est d'une importance très grande. Avant de répondre à votre question, je voudrais retracer un peu le contexte. Ce centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration est né de 2 constats, on va dire. Des Sénégalais comme nous étaient en Allemagne, y ont vécu pendant longtemps et ils n'y trouvaient plus de perspective. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y a des Sénégalais qui sont là, qui souhaiteraient également bénéficier des opportunités locales, des opportunités qui existent au niveau du Sénégal. Alors, notre concomitant, on va dire, le BM7, a pensé à quelque chose qui pourrait accompagner ces personnes-là à trouver de meilleures perspectives dans leur pays d'origine. Le BM7 s'est appuyé sur la coopération technique allemande, qu'on appelle communément ici la GIZ, et la GIZ a mis sur place un programme ou un projet qui s'appelle Programme Migration pour le développement. Il fallait un partenaire institutionnel, il fallait un partenaire étatique ici, et le partenaire le mieux indiqué c'était l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. L'ANPEJ que Ousmane a évoqué tout à l'heure. Dont Ousmane parlait tout à l'heure. Donc, de cette union entre Monsieur Programme Migration pour le développement et Madame ANPEJ est né le Centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de voir comment est-ce que la migration pourrait contribuer au développement durable. Comment faire pour que ces Sénégalais qui étaient en Europe, en Allemagne particulièrement, puissent participer au développement de leur pays. Comment faire pour que ces Sénégalais qui sont là
puissent participer également au développement de leur pays en saisissant toutes les opportunités qui s'offrent à eux sur le territoire sénégalais. C'est comme ça qu'est né le Centre Sénégalo-Alpes. Est-ce que vous pouvez revenir sur le renforcement que vous effectuez pour obtenir plus d'impact pour l'insertion professionnelle des jeunes d'une manière générale et des migrants en particulier? On a une approche qui est basée sur la demande. Donc tout ce que nous faisons, l'initiative vient, on va dire, des bénéficiaires. Et pour être beaucoup plus concret, les renforcements de compétences, je prends par exemple les compétences techniques, c'est une série de formations que les migrants demandent, que la population locale demande, que les associations demandent. Pour donner juste un exemple, au moment où je vous parle, il y a des formations qui sont en train d'être tenues en technique d'emballage. Par exemple, comment est-ce qu'on fabrique de l'emballage en papier biodégradable. Il y a des formations par exemple sur les fruits et légumes, la transformation des fruits et légumes, etc. Il y a une série de formations techniques. Il y a également des formations en entrepreneuriat, comme je l'ai dit tantôt. Mais à côté de ces deux éléments-là, que sont les compétences techniques et les compétences entrepreneuriales, il y a les compétences transversales. Je veux nommer là, par exemple, le développement personnel. Parce que c'est important. On a beau avoir une activité, on a beau avoir les clés entrepreneuriales, mais si vraiment il y a cette confiance en soi qui manque, l'activité peut-être pourrait un peu être vouée à l'échec. Donc vraiment, de manière plus concrète, voilà ce que nous faisons. Mais ce qui le définit le plus, c'est cette approche qui est basée vraiment sur la demande. Avant d'aller plus loin, je vais retourner vers Ousmane. Vous avez vécu en Europe pendant 5 ans. À un moment donné, vous êtes de votre propre gré, vous avez décidé de rentrer au Bercail. Maintenant, comment avez-vous été accueilli par votre famille, par vos amis, une fois que vous êtes rentré au Sénégal? Quel est le regard que la société a porté sur vous? De la part de mon père et ma mère, il n'y a pas de problème là-bas, parce qu'ils m'ont même encouragé de revenir. Mais par contre, les frères, les voisins, les collègues, les anciens collègues de la milieu du travail que je me exerce, mais c'est là où se trouve le problème, parce que quand tu reviens pour installer, pour commencer ton propre travail, ton propre entreprise, les gens te disent, bon, comme tu es maudit, comme tu es perdant, tu quittes l'Europe là où tout le monde part avec des gens qui meurent dans le désert même. Et c'est là-bas tu quittes, tu viens ici pour travailler, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de stigmatisation, quoi. Et c'est là, moi je me suis très bien préparé, je savais que ça va se poser, quoi. Maintenant, on va s'adresser à Madame Aminata Ndong pour demander exactement, parce qu'on a avec nous un migrant de retour qui a subi quand même des chocs psychologiques, comme il l'a dit, parce qu'il a été à un moment donné stigmatisé. Maintenant, Madame Aminata Ndong, est-ce que vous pouvez revenir sur les missions de House of Hope et en quoi consistent vos interventions auprès des migrants? Alors déjà, bonjour à tous. Nous travaillons sur la question des migrants depuis 3 ans et nous fournissons un accompagnement psychosocial des migrants de retour et des réfugiés également pour leur réinsertion dans la communauté, ainsi qu'un accompagnement des couches vulnérables de la communauté. Et nous intervenons aussi pour la vulgarisation de la méthode NET, qui est la thérapie par exposition narrative. Alors concrètement, nous offrons aux cibles des séances de thérapie gratuites qui sont axées sur le traitement du trouble de stress post-traumatique. Nous offrons également des formations sur ce traitement aux partenaires et étudiants dans les séances sociales et autres. Et des gens comme Ousmane, parfois aussi, ils subissent des chocs, le retour au pays. Est-ce que vous pouvez revenir sur les genres de traumatismes que vous avez observés et en quoi sont liés ces traumatismes de voyage, de séjour, de retour d'accueil même au pays? Alors, en général, nous constatons que les patients que nous recevons souffrent de troubles de stress post-traumatique, de dépression, de troubles psychotiques. Cependant, parmi les migrants, on peut constater qu'il y en a qui ont une capacité de résilience, c'est-à-dire ils peuvent vivre un même événement traumatique. Si je prends l'exemple des clients que nous avons eus à Mour, ils ont vécu plutôt le même événement traumatique et pourtant, il y en a qui sont traumatisés et d'autres qui ne le sont pas. Tout dépend de leur capacité de résilience. Alors, en quoi consiste votre intervention auprès des migrants? Alors, nous faisons de la thérapie axée sur le traitement du trouble de stress post-traumatique, qui est l'un des troubles les moins connus au Sénégal
est pourtant l'un des plus fréquents. Et nous utilisons une méthode bien spécifique qui est la méthode NET. Alors NET, c'est Narrative Exposure Therapy, qui veut dire en français la thérapie par exposition narrative. Et vous savez, qui dit narrer dit raconter, et qui dit raconter dit exposer, qui dit exposer dit extérioriser tout simplement. Donc c'est une méthode qui pousse le migrant à extérioriser et exposer les événements douloureux et traumatiques auxquels il a été exposé lors de son voyage. Et pour ce faire, nous commençons toujours avec 2 séances de diagnostic, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, pour bien connaître une personne, il faut savoir qui elle est, par où elle est passée, et tout ça, je pense que c'est vraiment important. Mais surtout, quel est le trouble dont il souffre. Et suite à cela, s'il s'avère que le client souffre de troubles de stress post-traumatique, là, nous commençons le traitement avec ce qu'on appelle la ligne de vie, qui consiste tout simplement à prendre tous les événements marquants, que ce soit les événements heureux, les événements douloureux ou les événements tristes de la vie du client, allant de sa naissance à l'âge qu'il a actuellement, tout en matérialisant les souhaits pour le futur, parce que c'est très important. Vous verrez que à la fin de la thérapie, c'est là qu'on va voir si les souhaits que le client avait au départ ont changé ou pas. Et suite à cet exercice de ligne de vie, nous faisons le plan de thérapie pour pouvoir parler des événements du client concrètement. Et c'est là que commencent les séances d'exposition narrative. Pour aider le client à exposer un événement également, nous reconstruisons la scène avec lui, de telle sorte qu'il puisse se rappeler des sensations, des pensées, des émotions, des réactions physiologiques qu'il avait au moment où l'événement se produisait, tout en se rappelant de temps en temps, tout en le ramenant plutôt de temps en temps au présent et en le replongeant dans le passé. Et ainsi, nous pourrons créer ce qu'on appelle l'habituation, parce que le client qui a le trouble de stress post-traumatique souffre toujours de ces expériences douloureuses du passé, et ce n'est pas normal. Mais en le confrontant avec ces événements-là, il pourra vivre avec sans pour autant que cela lui fasse souffrir autant. La plupart du temps, c'est les conditions de voyage qui causent autant de stress. Donc ceux qui prennent par exemple les pirogues ou la route rencontrent beaucoup de difficultés, et des fois les conditions de retour également, parce que au retour ils sont stigmatisés, ils se retrouvent face à une famille peut-être qui est déçue de voir leur enfant revenir sans pour autant ramener quelque chose. Donc les conditions d'accueil également au retour peuvent être très stressants et causer un stress aigu, mais pas de trouble de stress post-traumatique par contre. Les conditions d'accueil peuvent uniquement amener un stress aigu. Et quand on prend en compte également la stigmatisation qui est accompagnée, la dévalorisation également, mais aussi comment dirais-je, la dévalorisation sociale, parce que plus personne ne considère le migrant qui est revenu sans rien. On lui dit tu es parti, tu n'as rien amené, tu es parti alors qu'on t'avait tout donné. Donc tout ça, ça peut constituer une source de stress aigu, mais vraiment extrême. Monsieur Gérard Kouazouti, vous êtes le coordonnateur régional du Hub de l'Afrique de l'Ouest et du Nord du programme global de lutte contre les flux financiers illicites de la coopération allemande. Nous allons discuter sur les risques sur les routes migratoires. Quelles sont les missions d'abord, les missions et objectifs de votre programme? Merci beaucoup, M. Fall. C'est un plaisir pour moi de représenter mon programme ici, à côté des collègues de Migrants en Retour. Je commencerai d'abord par dire que mon programme est un programme global. Donc, nous avons une couverture large, nous travaillons dans plusieurs régions et nous intervenons auprès de plusieurs pays, dont le Sénégal aussi. Et donc l'objectif en fait de mon programme, c'est d'appuyer ces différents partenaires à des échelles différentes, que cela soit national, régional ou international, afin d'améliorer le système de lutte contre les flux financiers illicites. Je voudrais vous dire un peu le lien, parce qu'on parle d'immigration ou migration et traite des personnes, trafic des personnes, et on parle de flux financiers illicites. En fait, le lien quoi? Le lien, voilà. En fait, quand on parle d'immigration irrégulière, qui génère souvent ou qui entraîne souvent la traite des personnes, c'est deux trucs différents, mais qui sont souvent très combinés dans la pratique. Vous ne verrez personne
qui profite de ça et qui va aller à la banque pour dire je fais un dépôt de 100 millions, quelle est votre source? Je finance l'immigration irrégulière pour nourrir par exemple des maisons closes de prostitution en Europe ou dans d'autres pays. Il ne dira pas ça. Tout à fait. Donc il va blanchir le revenu issu de ce commerce et il dira peut-être j'ai ouvert telle boutique et c'est l'activité de cette boutique qui vient là. Donc ça fait un blanchiment de capitaux. Tout à fait. Donc les acteurs de ces réseaux, c'est un réseau criminel structuré qui interviennent sur plusieurs pays et donc qui blanchissent nécessairement les revenus issus de leurs activités. D'où le blanchiment d'argent lié à cette traite des personnes. Ok, Monsieur Joti. Monsieur Libas Ndour, je vais revenir vers vous. Depuis sa création, le centre sénégalo-allemand, combien de migrants ont été pris en charge? Merci beaucoup, M. Fall. Pour vous donner juste des indications, sur le nombre de personnes conseillées à ce jour, au 31 mai, on va dire 2022, on est à plus de 7000 personnes et on peut compter parmi ces 7000 personnes 500 migrants de retour d'Allemagne et de pays tiers, des autres pays, qui ont été conseillés. On peut compter sur 6000 personnes dont les compétences ont été renforcées. Et parmi ces 6000, on peut retrouver presque 200 migrants de retour, on va dire d'Allemagne. Sur l'indicateur concernant les personnes qui ont été accompagnées vers la création de leur propre entreprise, où on est à 2000 à ce jour, ou au 31 mai, on va dire, il y a plus de 200 migrants de retour également, toujours d'Allemagne et des pays tiers. Et enfin, les personnes qui ont trouvé un emploi réel, on va dire, on est à presque 600 depuis la création du centre en 2017, décembre 2017. Et parmi ces 600 personnes, il y a presque 200 migrants de retour d'Allemagne. Ça, c'est vraiment à titre indicatif. Maintenant, je vais encore revenir vers vous, Ousmane. Qu'est-ce qui a été le plus dur à supporter? Avez-vous senti des regrets réellement? Parfois, je me disais, est-ce que la bonne décision a été prise? La réponse, oui, toujours je trouve la bonne réponse. J'ai dit, oui, j'ai bien pris la décision. La décision que j'avais prise est la bonne. Mais les gens, tu ne peux pas les dire ce qui se passe en Europe jusqu'à ce qu'ils comprennent pourquoi tu as pris la décision de revenir. Parce que c'est ça qui m'a encouragé. À un moment donné, je me suis dit, mais tu ne peux pas expliquer les gens ce qui se passe en Europe parce qu'ils n'y étaient pas, quoi. Ils n'ont pas vu. Et moi, j'ai vu. Depuis que vous avez mis en place votre entreprise, est-ce que vous parvenez à vivre modestement, disons? Bon, moi, je vais dire sénégalement, quoi. Parce que ici au Sénégal, moi je suis un couturier, quoi. Je suis dans le... Mais la couture, ça marche ici au Sénégal. On a tout le temps des événements. Oui, mais c'est juste les événements. Quand il y a le Korité, le Tabaski, le Magal et le Gamou, bon, tu vas s'en sortir, quoi. Mais il y a ce qu'on appelle quand la saison est fermée, quoi. C'est après décembre. Là, ça va prendre quelques temps de galère. Okay. Si tu n'arrives pas à bien économiser et entreprendre, quoi. C'est ça. À votre expérience, qu'est-ce qui pouvait bien justifier cela? Quelqu'un qui a son métier ici, qui a son atelier de couture et qu'un bon jour, il décide de fermer l'atelier pour partir. Bon. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier? La responsabilité est partagée. Hein? Parfois, c'est l'acteur, quoi, qui n'arrive pas à bien gérer son métier. Parfois, on peut dire que c'est la pression sociale. Monsieur Ndour, quels sont les programmes mis en œuvre pour l'insertion professionnelle des migrants au niveau du César? Merci, M. Fall, pour cette question. Je dois dire qu'au niveau du programme Migration pour le développement, on a une approche qu'on pourrait dire sur 360 degrés. Beaucoup pensent que ça commence ici, mais ces dispositifs dont vous faites allusion ne démarrent pas avec le Sénégal, mais depuis l'Allemagne. On a en Allemagne des collègues qu'on appelle les scouts de la réintégration. Parce qu'il parlait tout à l'heure de retour, il y a un verbe que je voudrais associer, c'est que oser. Il faut oser vraiment le retour. Donc il y a des gens qui sont là-bas, qui n'ont plus de perspective, qui souhaiteraient revenir, mais il y a un certain climat de méfiance qui est installé en eux. Donc pour vraiment déconstruire cela, l'accompagnement commence depuis l'Allemagne, avec des séances de Skype, avec des séances téléphoniques où on essaie d'échanger avec eux pour leur présenter notre offre de service, pour leur dire
quelles sont les perspectives ici. Parce que beaucoup sont partis depuis longtemps, l'environnement a changé, ils ne savent pas, donc c'est le moment de leur faire savoir. Parce que l'information, c'est bon, c'est le pouvoir quand on a la bonne information. Donc, le premier dispositif, c'est vraiment cet accompagnement transnational qui commence depuis l'Allemagne jusqu'ici. Ça, c'est un. La deuxième chose que nous faisons, c'est qu'il faut vraiment faire un diagnostic du besoin réel. Même si aujourd'hui l'approche du programme, c'est une approche qui est basée sur la demande, il faut quand même diagnostiquer ce besoin-là. Travailler avec la personne sur son projet, aussi bien personnel que professionnel. Et après maintenant, il y a une série de dispositifs qui est mis en place. On a l'habitude de dire maintenant avec les activités la chaîne de valeur, mais avec la réintégration également, on peut parler de chaîne de valeur. Il y a cet accompagnement qui commence depuis l'Allemagne. Quand la personne arrive, il y a le diagnostic qui est fait. Après le diagnostic, il y a un élément fondamental qui est important et dont parlait tout à l'heure Madame Amina Tondong, c'est l'accompagnement psychosocial. C'est important. On parle d'une réintégration. On a tendance à dire économique, mais il y a également le volet social. Et ça, c'est important. Donc, l'accompagnement transnational, il y a le diagnostic, il y a l'accompagnement psychosocial, mais il y a également le renforcement de compétences. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Et quand on parle de renforcement de compétences, c'est les deux. Il faut d'abord avoir un métier, renforcement de compétences techniques. C'est un styliste, moi je ne dirais pas un tailleur, c'est un styliste, parce que ce qu'il fait c'est joli, c'est beau. Donc il y a ce renforcement-là pour son activité. Après, il l'a dit tout à l'heure, c'est les compétences entrepreneuriales. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des compétences. Comment est-ce que je vais gérer mon argent que mon activité va générer? Comment est-ce que cette logistique que j'ai, je vais gérer ça? Comment est-ce que mes employés, je vais commercer avec eux? Parce qu'il faut réussir ce commerce avec les hommes. Sinon, l'activité est un échec. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de dispositifs qui est mis en place. L'accompagnement transnational, le diagnostic, l'accompagnement psychosocial, le renforcement de compétences et le suivi qui est important. Okay. Madame Aminata Ndong, vous êtes dans l'accompagnement psychosocial. Maintenant, à ce titre, comment parvenez-vous à travailler avec le Sésame? D'abord, où est-ce que vous avez connu le Sésame et comment parvenez-vous à travailler ensemble? Alors, nous travaillons avec le Centre sénégalo-allemand dans le cadre d'une collaboration. Donc, la plupart du temps, quand le migrant il vient normalement, il est orienté au Sésame. Donc, c'est le centre qui l'accueille. Maintenant, quand les conseillers du centre accueillent les migrants et qu'ils constatent que ce migrant-là a besoin d'être accompagné psychologiquement, ils nous le réfèrent. Et nous, à notre niveau, on fait le traitement psychologique avec lui et à l'issue de ce traitement, on le renvoie au centre pour qu'il puisse continuer sa procédure, la procédure qu'il avait entamée au Sésame. Des fois aussi, il y en a pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le centre, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même qui ne connaissent pas le centre et ils nous viennent d'autres associations. Et quand ils viennent chez nous, on prend le soin de faire le traitement avec eux et à l'issue de ce traitement également, nous les référons vers le centre sénégalo-allemand pour qu'ils puissent continuer leur démarche. Peut-être s'ils ont besoin de financement pour la réinsertion sociale, en tout cas, on les oriente vers le Sésame. Monsieur Zoti, la migration parfois aussi, c'est surtout la problématique de la migration irrégulière, elle est parfois liée à la traite des migrants. Et est-ce qu'on peut faire, tout à l'heure vous l'avez parlé, le link, est-ce qu'on peut dire que parfois aussi les réseaux font du commerce par rapport à ces trafics-là? Je voudrais commencer par dire que le Sénégal n'est pas le seul pays concerné parce que je l'ai dit tantôt, cette problématique elle est commune à beaucoup de pays. Par contre, le Sénégal n'est pas que pays de départ. Le Sénégal est un pays de départ, c'est un pays de transit et c'est un pays de destination. Tout à fait. Je m'explique. Un pays de départ parce que nous avons beaucoup de jeunes sénégalais qui veulent aller vers d'autres pays de façon irrégulière pour essayer de, peut-être parce qu'ils aspirent à de meilleures conditions, mais généralement ils y vont de façon irrégulière sur la base de fausses informations qu'on leur donne. Donc c'est un point de départ. Il y a d'autres pays qui viennent ici parce qu'ils estiment que de par la position géographique ici et de par la présence peut-être de plus de criminels qui sont dans le domaine, ils estiment que le Sénégal peut être un bon pays de transit pour eux, pour aller soit directement vers leur pays de destination ou aller vers d'autres pays de transit. Donc, généralement, ceux qui sont en transit, parfois quand ils viennent, ils n'ont pas toujours les moyens
de financer le voyage qui suit. Parce que généralement, c'est plusieurs. C'est par étapes. Voilà, c'est par étapes. Et donc, ceux qui sont en transit, ils peuvent faire parfois un court moment, parfois un long moment, à travailler dans plusieurs domaines ici et rassembler plus d'argent pour pouvoir continuer le voyage. Et il y a le Sénégal aussi qui est un pays de destination. Quoi qu'on dise, le Sénégal présente des intérêts économiques. Et donc, quand on dit dans les autres pays, venez, il y a des intérêts pour vous, vous pouvez peut-être trouver du travail de personnel de maison à un prix beaucoup plus élevé. Vous pouvez vous travailler dans le domaine du stylisme et tout ça. Et on fait venir les gens, pas de façon régulière. Et quand ils viennent, on les oblige à travailler dans des trucs là qu'ils ne souhaitent pas ou à travailler au-delà des heures prévues par la réglementation. Donc, ils font du trafic et quand les gens sont là, ils tombent dans le coup de la traite. Un exemple pour ça, c'est j'ai donné l'exemple des mendiants qui sont venus. On a remarqué qu'il y a des mendiants ordinaires, il y a d'autres qui ont été envoyés par contrainte. On leur a dit venez, il y a des perspectives et dès qu'ils sont arrivés, on les a contraints à mendier. Donc ceux-là tombent sous le coup de la traite. Donc quelques exemples pratiques pour que vous puissiez mieux capter la problématique de la migration irrégulière et surtout de la traite des personnes. Vous voyez par exemple sur les réseaux, on appâte facilement les jeunes. On dit si vous venez, vous pouvez facilement vous inscrire dans des écoles de foot. On va vous accompagner, vous allez émerger. Si vous venez, vous pouvez mieux gagner votre vie dans tel secteur. Si vous venez, vous pouvez travailler dans la mode. Surtout, on dit aux femmes, le travail de personnel maison est mieux rémunéré. Maintenant, on finance votre arrivée. On finance ça par un voyage clandestin, soit par la mer, soit par la voie terrestre. Et quand la personne vient, on dit à la personne maintenant, tu dois rembourser le voyage qu'on a financé pour toi. Et donc, on confisque, si la personne est partie avec des papiers régulièrement, on confisque ses papiers. Si la personne a pris par une voie où la personne n'avait pas les papiers, on garde la personne pour que la personne ne sorte pas et que la police les attrape. Et on l'oblige maintenant à travailler pour rembourser ce qu'ils ont dépensé. Et généralement, l'argent qu'ils remboursent peut faire x10, x20, x30. Et ils ne finissent jamais de rembourser. Donc quand ils viennent, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas les papiers, on vous oblige à travailler. Plus que ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas aller vous plaindre quelque part. Quand vous tombez malade, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital parce que vous n'avez pas de papiers. On vous oblige à parfois aller vers la prostitution, que vous soyez femme ou que vous soyez homme. On vous oblige à travailler dans des chantiers sans prendre des mesures de sécurité et tout ça. Et lorsqu'on remarque que vous n'êtes pas en lien avec des familles, on peut aller jusqu'à prélever vos organes, vous tuer, parce que le marché de vente illégale d'organes humains est aussi un marché rentable, malheureusement, pour les criminels. Madame Aminata Ndong, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur Kouazouti a parlé de rapatriement. Justement à ce niveau, comment les proches peuvent-ils aider dans le cadre de cette prise en charge psychologique d'un migrant? Alors, en ce qui concerne les proches, la première des choses, c'est de détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leurs proches, de remarquer certains comportements. On voit que la personne dort moins, la personne est de plus en plus agressive, agit ou plutôt d'une manière irritable, ou également la personne n'est plus sociable, elle n'est plus comme elle était auparavant. Et du coup, ce que les proches pourraient faire premièrement, c'est identifier cela et essayer de référer ces personnes-là aux structures compétentes comme nous, House of Hope, où il y a une chose qui est importante aussi, c'est ne pas juger. Parce que la plupart du temps, on aggrave les cas en jugeant. Tu vois que la personne agit d'une certaine manière, elle n'est plus comme elle était avant et tu commences à la juger et tout le monde commence à mettre la personne à l'écart avec la stigmatisation et cela n'arrange pas vraiment. Donc, si vous ne pouvez pas vraiment référer la personne aux structures compétentes, le mieux c'est de ne pas juger, essayer de vous rapprocher de la personne, de lui donner des conseils, de chercher à savoir ce qui ne va pas. Parce que la plupart du temps également, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de quelqu'un à qui se confier. Donc, essayez d'être cette oreille attentive-là pour eux. Monsieur Ndour, en quoi consiste le programme de sensibilisation contre la migration irrégulière que mène le Sésame? Merci beaucoup, Monsieur Fall.
La sensibilisation, comme le renforcement de compétences, comme l'accompagnement vers l'emploi, que ce soit l'emploi salarié ou l'auto-emploi, la promotion de la migration régulière, tout cela fait partie de l'offre de services du centre. Mais pour revenir à votre question, à savoir la sensibilisation, on essaie de trouver un cadre d'échange où on va échanger nos différentes expériences sur la migration irrégulière. Au sein de l'équipe, il y a des gens qui ont une histoire migratoire. On les associe. Dans ces cadres d'échange, on fait appel également à des migrants de retour comme Ousmane, qui ont un vécu, qui savent ce qui se passe réellement sur les routes migratoires, que ce soit par la terre ou que ce soit par la mer. Mais également, on fait appel à des experts, des gens qui connaissent la migration, des gens qui ont eu à faire des réflexions très poussées sur la migration. Et nous tous, on essaie de voir comment est-ce qu'il faudra sensibiliser les gens sur les risques qui sont liés à la migration irrégulière. Risques qui existent parce que tout simplement beaucoup périssent en chemin, mais risquent également parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver sur place. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a différents formats. Il y a des workshops qui sont organisés, où tout le monde est là, on échange sur les risques, les dangers, il y a un partage d'expérience. Il peut revêtir la forme par exemple d'un sketch, où on monte une pièce, où les gens, on montre réellement, les gens voient ce qui se passe réellement. Ça, c'est le dispositif mis en place. Ça, c'est le dispositif qui est mis en place pour vraiment sensibiliser sur les risques qui sont liés à la migration. On essaie, lors de cette activité de sensibilisation, qui sont liés aux risques contre la migration irrégulière, il y a des témoignages qui sont faits. On démontre vraiment ce qui se passe réellement sur ces routes-là. Une pièce de théâtre, ça c'est vraiment très concret. Les gens sont là, ils voient. Il y a des projections de films qui sont faites et les gens voient exactement ce qui se fait. Mais c'est beaucoup plus vivant quand c'est une personne qui a vécu. Les Alpulaar ont l'habitude de dire que la personne qui a vu et la personne qui a entendu ne courent pas de la même manière. Donc cette personne qui a vécu, qui a traversé le désert, qui a traversé la mer, quand elle parle, il y a une oreille attentive. C'est pourquoi on s'appuie sur ces gens, sur ces personnes-là qui ont vraiment tenté, qui ont vécu la migration. Vous faites beaucoup plus focus sur les migrants de retour, c'est ça que vous voulez dire? On essaie de valoriser toutes les forces. Ousmane, nous allons terminer avec vous. Pouvez-vous nous rappeler ce que le Sésame vous a apporté dans votre réinsertion professionnelle? J'ai eu un financement avec eux. D'une manière générale. Le Centre sénégalo-allemand, ils m'ont accompagné, ils m'ont donné une formation, ils ont payé un financement pour moi. Ce Centre sénégalo-allemand-là nous a beaucoup soutenus dans notre retour ici au Sénégal. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont conseillés. C'est un centre qui aide beaucoup les immigrés, particulièrement parce que moi aussi je suis un bénéficiaire de cette aide. Ils ont beaucoup aidé les immigrés qui vivent ici au Sénégal. Je suis un tailleur, ils m'ont financé des machines, ils m'ont financé des fers à repasser, ils m'ont donné des tissus, ils nous aident toujours. Ils sont toujours en contact avec nous. Ce centre sénégalo-allemand là, moi je l'ai bien apprécié et ils ont beaucoup fait pour nous, particulièrement les immigrés de retour. Nous allons terminer avec vous. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous donnez à la jeunesse sénégalaise par rapport à l'immigration clandestine? C'est simplement de ne pas risquer leur vie. Si tu veux aller en immigration, tu peux le faire, mais dans une voie légale. Il faut partir dans les ambassades, tu demandes le visa et tu te renseignes bien. Il faut te informer avant de partir parce que ce qu'on te rencontre quand tu es ici au pays avec ce qui est là-bas, en réalité, c'est pas la même chose. Beaucoup de jeunes risquent leur vie. Moi, j'ai côtoyé des jeunes qui ont risqué leur vie dans la mer. Ils sont sortis vivants, ils sont rentrés en Europe, mais ils ont des troubles de mémoire, quoi. Il y a beaucoup de jeunes là-bas et ils ont des problèmes, quoi. Ils ont des problèmes de traumatisme, des problèmes de ce qu'ils ont vu dans le chemin, quoi, de ce qu'ils ont vécu dans le chemin, dans le désert, à Lampedusa. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui sont risqués leur vie, qui ont péri là-bas.
Donc moi, je ne cautionne pas les jeunes de partir en immigration tout en tenter et risquer leur vie sur les pirogues. Il faut travailler un jour avec le travail que tu fais. Si tu le réussis bien, tu peux partir partout dans le monde tu veux sans même avoir besoin de risquer ta vie. Je pense qu'ici au Sénégal, les jeunes ne sont pas bien représentés dans les studios, dans les médias, même dans les sketchs, les films, les téléfilms. Les jeunes ne sont pas bien représentés. Ils sont déconnectés, quoi. Les téléfilms, ils ont emporté une autre réalité. Ils ne parlent pas de la réalité sénégalaise. Et la réalité sénégalaise, c'est des jeunes des tailleurs, des menuisiers, des sages-femmes, des soudeurs métalliques, des électriciens, des marchands ambulants qui se battent. Donc ces gens-là veulent voir leur image sur les écrans. Des gens qui les encouragent, qui les représentent positivement, qui les vendent. Quand tu vois dans les séries ou bien dans les plateaux un tailleur qui a réussi, qui est en train d'expliquer son expérience, ça fait fierté beaucoup de tous les tailleurs. Donc si ces jeunes-là sont récompensés ou bien décorés d'une sorte, on peut décorer les jeunes sur plusieurs domaines. Il y a des festivals ici, on peut organiser des festivals de ciseaux d'or, on récompense les jeunes, on les décore et on les finance. Donc ça va influencer les autres pour dire que ok, comme celui-là, c'est comme un héros, moi je veux être comme lui. C'était tout pour ce plateau spécial. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités, M. Libas Ndour. Merci à M. Gérald Kouazouti. Merci à Ousmane et à Aminata Ndong. Merci au Centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration, Sésame. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi l'émission. Restez connectés sur nos antennes et à bientôt.